Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce 5e webinaire de patrimoine nucléaire et climat, portant sur la capacité de notre filière nucléaire à faire face aux défis industriels que pose la prolongation du fonctionnement des réacteurs et la relance de construction de nouvelles unités. C'est un sujet tout à fait crucial pour la souveraineté énergétique et industrielle de la France et notre capacité pour demain nous réindustrialiser. Ce soir, à côté des adhérents et sympathisants de patrimoine nucléaire et climat, nous avons le plaisir d'accueillir les représentants de l'IESF, les ingénieurs et scientifiques de France, que nous saluons chaleureusement. Bernard Fontana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis heureux d'être avec vous. Merci. Eh bien, vous êtes Chief Executive Officer, donc CEO, directeur général et président du directoire de Framatome, si je ne me trompe pas, ancien élève de l'école polytechnique, de l'École nationale supérieure de techniques avancées, l'ENSTA, ainsi qu'ingénieur du corps de l'armement. En 2015, vous récupérez la direction d'Areva Nuclear Power, donc Areva NP. Et vous avez, à une époque justement où on posait la question du problème de la restructuration de la filière nucléaire, vous avez fait le choix alors de redonner à la société son ancien nom, son nom même d'origine, si je ne me trompe pas, Framatome. Depuis, la situation financière de l'entreprise a été redressée. Et enfin, vous êtes également membre du conseil d'administration de Thales. Alors, pour vous rappeler comment fonctionne ce webinaire, nous allons adresser quelques questions à Bernard Fontana. Ensuite, des questions que nous avons tirées de la boîte à questions que vous nous avez adressées. Et enfin, c'est vous qui pourrez interagir et poser vos questions à Bernard Fontana en direct via le chat. Alors, première question, Bernard Fontana. Framatome est un acteur clé aujourd'hui de la filière nucléaire depuis plus de 60 ans. Pouvez-vous nous présenter Framatome, ses principales activités et surtout son environnement concurrentiel? Oui, effectivement, Framatome a été créé en décembre 58 et nous sommes un chaudieriste. Vous pouvez faire l'analogie avec un motoriste pour les avions. Donc, notre métier, c'est la chaudière nucléaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes près de 17 000, dont 11 000 en France, avec plusieurs métiers. D'abord, près de 1500 collègues consacrent leur vie à la connaissance du réacteur nucléaire, donc dans notre direction technique et ingénierie. Et puis, à partir de là, nous avons un certain nombre de métiers. La maintenance des réacteurs nucléaires. Dans le monde, il y a à peu près 450 réacteurs. Nous intervenons sur 380 à peu près de réacteurs dans le monde, évidemment avec une intensité beaucoup plus forte en France. Nous avons un deuxième métier qui consiste à faire le design et la fabrication de combustibles nucléaires et garantir que ça marche. C'est ça le rôle du chaudieriste. Ce qui nous amène à avoir des sites partant de la zircone pour faire du zirconium, des alliages de fonderies à Ugine, des sites où on va laminer tous ces alliages, faire des tubes et faire des assemblages de combustibles, que ce soit en France, encore en Allemagne et même aux États-Unis. Donc, deuxième grand métier, les combustibles. Nous avons un troisième métier qui consiste à faire des contrôles commandes, essentiellement des contrôles commandes de sûreté, comment on va mettre en sécurité la centrale, mais aussi d'autres contrôles commandes. Et puis, nous avons un métier qui consiste à faire des composants, les gros composants dont on entend souvent parler, les cuves, les générateurs de vapeur, les pompes aussi pour refroidir les centrales nucléaires, au service de la modernisation des centrales nucléaires et aussi de grands projets. Nous sommes bien sûr engagés sur Flamanville, en appui sur Olkiluoto, sur les équipes de Taishan, et actuellement nous travaillons par exemple pour Hinkley Point, où nous sommes très fiers d'avoir livré à l'heure la cuve, une bonne cuve, qui a le luxe d'attendre un petit peu pour savoir où on va la mettre. Donc nos métiers sont là. Alors, l'année dernière, 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour vous donner une idée. Dans un contexte qui va mieux. Le nucléaire, de plus en plus, est apprécié parce que c'est une source d'énergie bas carbone pour l'électricité. Depuis le Covid et la guerre en Ukraine, sa dimension souveraine est de plus en plus claire. Donc, eh bien, il y a des annonces de programmes. Bien sûr, là en France, avec 6 plus 8 réacteurs. La Grande-Bretagne aussi s'engage. Plus récemment, les Pays-Bas, qui ont un réacteur d'origine Framatome, Siemens Nuclear en l'occurrence, et a décidé de prolonger la durée de vie de son réacteur de 20 ans et de se doter de 2 réacteurs supplémentaires. Donc, tout ça va dans le bon sens. Alors, nous venons quand même d'une ligne où les réacteurs de notre base installée avaient tendance à fermer. Et une décision, ça prend un peu de temps. Donc, on est dans une période où
il y a une décroissance de notre base installée, mais nous devons nous préparer à une croissance importante. Alors évidemment, il y a de la concurrence. Nous sommes au départ un licencié de Westinghouse, puis la France, par un accord gouvernemental, a dit finalement tout ça c'est à nous, on va pouvoir avoir cette technologie. Je crois que ça date de 1993. Et aujourd'hui, nous sommes concurrents aux États-Unis chez eux, mais aussi sur les marchés. Rosatom est un acteur important. Également, les Coréens, KHNP, sont des acteurs importants. Et les acteurs chinois, CGN, CNNC, qu'on a vu beaucoup à l'export, un petit peu moins maintenant, qui sont quand même très centrés sur leurs programmes locaux. Donc, c'est un univers concurrentiel. Maintenant, ça n'empêche pas, vu la complexité des programmes, d'avoir des coopérations spécifiques sur certains sujets. Donc, voilà un petit peu Framatome aujourd'hui. Bien, écoutez, merci. La France a lancé il y a peu de temps une annonce, un programme conséquent de construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, dites les EPR2. Première question, où on en est actuellement de ce programme? Comment l'entreprise Framatome se prépare-t-elle à construire ces 6 prochaines unités? Oui, effectivement, le président de la République a annoncé la construction de 6 EPR2 sur le territoire français. C'était le 10 février 2022. Le discours de Belfort. À Belfort. Donc, après avoir annoncé la propulsion nucléaire du prochain porte-avions au Creusot, chez Framatome, un débat public a eu lieu entre le 27 octobre dernier et le 27 février de cette année. Une loi d'accélération du nucléaire est en cours. Il y aura, je crois, une révision de ce qu'on appelle la PPE. Donc, programmation pluriannuelle de l'énergie. Merci. Mais ceci dit, nous travaillons déjà depuis plusieurs années avec EDF sur cette EPR2, qui est un EPR qui tient compte du retour d'expérience des premiers EPR qu'il y a. Et nous travaillons déjà depuis plus de 3 ans à standardiser et à dire, s'il y a un programme nucléaire de 6 réacteurs, il faut que nous ayons des tailles critiques, que nous soyons capables de les exécuter, et donc standardiser et anticiper si c'était nécessaire en disant, on va prendre le risque. De toute façon, si on standardise, une pièce va peut-être pouvoir se resservir à autre chose, à tel point que pour Framatome, il s'agit d'être capable de commencer la production de cuves ou de générateurs de vapeur mi-2024. Donc, nous y sommes. Donc, nous faisons déjà des pièces forgées, des qualifications, des pièces de cette nature-là. Et puis, très important pour nous, nous mettons en place notre supply chain parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin de fournisseurs, nous assurer qu'ils vont être capables de fournir. Et donc, nous avons déjà des discussions avec les supply chains. On pense avoir des contrats en place en 2024, mais ça ne nous empêche pas de commencer à travailler. Donc, nous mettons en place des financements. Mais donc, pour nous, les EPR, ces EPR2, c'est une réalité industrielle. Alors, comment on se prépare? On a dit, on sait bien que la France a eu un sujet de compétences, ça on le sait. Et donc, depuis 5 ans, nous nous sommes dit, il faut recruter pour remplacer ceux qui partent à la retraite, mais aussi renforcer nos compétences essentiellement techniques. Donc, nous avons commencé à 1000 personnes par an. Puis on dit, 1500. Et actuellement, nous sommes sur un rythme de 2000 personnes par an. L'année dernière, 1924. En janvier, février, 220 par mois. Pour avoir cette capacité de compétence et d'exécution. Ça, c'est une chose. Ensuite, il suffit pas de recruter, il faut les former. Donc, il y a il y a une formation, des centres d'excellence qui sont structurés pour les accueillir. Également, il faut avoir un outil industriel capable. Et au cours des 5 dernières années, nous avons investi 1 milliard d'euros dans nos usines, essentiellement en France, parce que nous avons cette idée de souveraineté et d'importance de nos usines françaises. Et nous continuons en ce moment sur un rythme de 250 millions d'euros par an pour renforcer notre capacité industrielle et la qualité de nos installations. Il y a eu un challenge. La qualité, est-ce qu'on est capable de faire de la qualité? C'est vrai que les choses les spécifications sont très exigeantes. Et nous avons lancé un programme de Excel in Quality en disant, on regarde le nombre d'écarts qualité par million d'heures travaillées et on veut baisser ça de 25% par an. Alors, pour l'instant, on le fait depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne se reproduise pas? Et il y a plusieurs approches. D'abord, la précision de nos procédés,
un peu d'automatisation aussi. Nous avons des activités qui sont très manuelles, qui gagnent à être automatisées. Alors, bien sûr, on a besoin des opérateurs, hein, mais on peut les aider. Et puis, au-delà de ça, et se poser la question de comment mettre en flux nos productions, puisqu'on était passé dans un mode de surveillance où on s'arrête tout le temps. Pour ne gêner personne en France, donc je cite la Grande-Bretagne, où pour un générateur de vapeur, dans le contrat dit qu'il y a plus de 1000 points d'arrêt à 10 jours par point d'arrêt. Et donc, j'ai fait savoir à mon collègue en Grande-Bretagne que 10 000 jours, c'est presque 30 ans et qu'il risquait d'attendre un petit peu son générateur de vapeur. Donc, on voit qu'il y a aussi, sans baisser la garde, mais au contraire, de rechercher de l'efficacité dans l'organisation. Donc, ce sont tous ces volets-là que nous abordons pour nous préparer. Avec un cycle économique, pour reprendre le dernier propos, qui va aujourd'hui faire plus primer peut-être la sécurité, la souveraineté sur une efficacité. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, lorsque vous n'avez pas de charge, vous pouvez vous arrêter tout le temps, ça fait travailler tout le monde. Je crois que il faut la sûreté et la sécurité, c'est la priorité numéro 1 de Framatome. C'est ma priorité personnelle numéro 1, mais ça n'empêche pas d'avoir une efficacité industrielle. Je vais vous donner un exemple. Dans l'industrie, vous mettez vos facteurs sous contrôle. Vous savez ce qu'il faut contrôler. Et dans votre flux, quand vous contrôlez ce qu'il faut contrôler, votre flux est bon et vous le vérifiez. En nucléaire, on a plutôt tendance à tout vérifier pas à pas et pas nécessairement les facteurs qui mettent sous contrôle. Donc, on sent bien que si on est capable d'identifier très clairement ce qu'il faut mettre sous contrôle, le vérifier et ensuite vérifier le produit final, on va gagner énormément de temps. Et là, on va pas baisser la garde sur la sûreté sécuritaire. Mais de mon point de vue, on va même l'améliorer. Et également, dans la mesure où on standardise, eh bien, nos opérateurs vont répéter les gestes. Et la répétition de ces gestes est un facteur de mise sous contrôle. Donc, c'est tout ça qui se joue en ce moment. Et bon, c'est vrai, ça crée un enthousiasme. Hein, mes collègues sont très engagés. On mesure bien l'attente qu'il y a pour nous. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous évoquiez la PPE, donc Programmation pluriannuelle d'énergie. Donc, pour une petite question sur les politiques publiques, quelles devraient être pour vous aujourd'hui les priorités, les principales priorités en termes de politique publique pour relancer la filière, plus particulièrement en matière de ressources humaines notamment? Bon, c'est sûr qu'il y a un sujet de compétences. Hein. Pas seulement Framatome, mais sur toute une base industrielle. Alors, il y a un programme Match qui a été lancé par le GIFEN, qui est le groupement des industries françaises de l'énergie nucléaire, pour identifier vraiment, planifier ce besoin de compétences. Une université des métiers du nucléaire a été créée en 2021, avec d'ailleurs le soutien de la filière et des pouvoirs publics pour coordonner cette offre. Et puis, je vous ai donc évoqué tous les recrutements que nous faisons. Nous avons également lancé des programmes de knowledge management. De mon point de vue, toutes ces actions et ces programmes peuvent être soutenus très efficacement et renforcés par des actions de soutien des formateurs internes aux entreprises, qui sont essentielles pour renforcer, pour accélérer l'accompagnement des nouveaux arrivants, pour qu'ils soient opérationnels plus rapidement, en finançant des structures de formation propres aux entreprises. Il faut former sur place nos collègues et continuer à développer des capacités de formation supplémentaires dans les entreprises. Et puis, en facilitant l'arrivée des jeunes, accueillir des mineurs, c'est parfois compliqué avec la réglementation actuelle. Et s'il y a la possibilité de l'accueillir plus facilement dans nos sites industriels, eh bien tout ça va dans le bon sens. Beaucoup a été fait aussi pour soutenir l'alternance. Et ça, c'est formidable. Nous recrutons 2000 personnes par an. En plus de ça, il y a 400 alternants qui arrivent. En plus, oui, qui arrivent. Et puis, on espère bien en recruter un nombre important. Eux, ça leur permet de se former. Nous, ça nous permet de les connaître. Et donc, tous ces initiatives ont pu bénéficier pour un grand nombre d'entre elles de France Relance, de France 2030. Et ce sont des outils extrêmement efficaces. C'était hier, nous avons inauguré un centre de calcul à Saint-Marcel en Bourgogne, destiné à accueillir dans le site industriel 150 personnes en calcul mécanique. Et nous avons bénéficié de préciser pour nos auditeurs et nos internautes le calcul mécanique. Alors le calcul mécanique, bien, lorsque vous faites des gros objets, il faut pouvoir les justifier
si un petit écart, voire faire des codes de calcul et garantir, avoir des modes de preuve que toutes les qualités, les performances mécaniques vont être requises. Et ça suppose des calculs puissants, hein, très, très puissants. Et donc là, on met 150 collègues qui pourront aussi travailler pour d'autres entreprises. Et également, nous aurons la capacité à accueillir et former euh, des personnes de la filière qui souhaitent se renforcer en calcul. Petite question qui est liée plus à l'actualité européenne, mais toujours en termes de politique publique et la réforme du marché européen de l'énergie, c'est comment donner aujourd'hui une visibilité, faire corréler les investissements sur le nucléaire, les investissements sur, je dirais même sur le temps long, et donc accompagner le nucléaire. Oui, alors c'est vrai que avoir un cadre au niveau national, c'est bien utile, hein, ça va donner une visibilité à tout le monde. Je vous disais que nous sommes dans une phase où il nous faut préparer un futur, mais certaines entreprises sous-traitantes, on voit plutôt une stagnation, une stabilité de leurs activités. Donc, un cadre qui va les rassurer, un travail de standardisation, parce que lorsque vous standardisez, ce que vous faites peut être réutilisé, même si c'est pas exactement ce sur quoi vous aviez travaillé, et puis ça va être un garant de l'efficacité. Je pense que les principales entreprises ont le devoir de mettre en place des stratégies industrielles et de les maintenir sur le long terme. On ne peut pas dire, tiens, je travaille avec un tel, puis je change la semaine prochaine. Il faut donner cette visibilité. L'anticipation des programmes au niveau des moyens humains, industriels et financiers est important aussi parce que quand le jour où le programme se déclenche, c'est pas ce jour-là qu'il faut recruter, former, etc. Enfin, vous avez il vous faut plusieurs années pour monter en cadence votre site, donc il faut être prêt. Il faut avoir une capacité à se préparer. Et puis charge à nous aussi de donner des gages d'efficacité en étant crédible, en produisant à l'heure, en fournissant à l'heure. Je vous citais notre cuve de d'Hinkley Point qui tombe bien. On est très fiers de l'avoir faite. Et c'est donc cette responsabilité que nous avons d'être performants. Et puis c'est aussi d'avoir des éléments de stratégie industrielle dans le tissu industriel. Je vais vous poser une autre question. Maintenant, vous nous parliez justement d'une vague. On était, on va dire, en bas de vague. Là, on voit le début d'une nouvelle vague arriver. Ce début de nouvelle vague, quelle sera l'incidence de ce début de nouvelle vague, ce renouveau pour le nucléaire sur le redéploiement du tissu industriel national? Elle est importante, hein. Le GIFEN estime un besoin de recrutement de 10 000 à 12 000 personnes par an dans la filière pendant les 10 prochaines années. Donc ça montre l'enjeu qu'il y a. Je vais vous donner un exemple de retombée. Madame Pannier-Runacher est venue au Creusot annoncer le fait que Framatome va investir au Creusot une unité d'interne de cuve. C'est une centaine de millions. C'était à l'étranger. On dit, bon, quand même, pour faire les EPR français, c'est en Europe centrale, ce serait bien d'avoir une unité en France. Donc, il y a cet investissement. Nous allons, avec des emplois directs, indirects, faire travailler 300 personnes. Mais des internes de cuve, vous allez, pour chaque EPR, ce sont 8000 composants usinés de haute précision qu'il va falloir assembler. Ça veut dire pour 6 EPR, il y a 50 000 composants usinés de très haute précision. Alors, nous allons faire quelques-uns, mais ça va irriguer le tissu industriel français. C'est extrêmement structurant. Donc voilà, à partir du moment où vous avez des choix industriels qui sont faits comme ça, vous avez une irrigation du tissu. Alors, il faut c'est bien pour ceux qui sont intéressés, mais nous devons nous assurer que nos supply chains vont être capables de fournir. Donc, nous avons mis en place des équipes d'engagement de fournisseurs. C'est pour voir où ils en sont, les challenger, mais aussi les aider à monter en cadence, leur simplifier la vie, parce que parfois, on les écrase sous de la documentation, etc. Ils ont besoin d'être aidés. Et puis, dans ce schéma-là, il y a parfois des points qui peuvent être un peu fragiles pour des raisons historiques. Et Framatome, bien de temps en temps, fait des acquisitions. Alors, on pourrait penser que dans une France avec un tissu industriel puissant, d'autres pourraient faire ce travail. Mais nous l'avons fait, par exemple,
Valorec avait une filiale qui s'appelle Valinox à Montbard qui fait des tubes pour les générateurs de vapeur. Ben, nous avons acheté ce site et ben, tous les tubes de générateurs de vapeur pour tous les projets vont être faits dans ce site. Et quand même, là, on a plus de 40 ans d'expertise française. Il n'y a peut-être pas la place pour 2 sites en Europe. Faisons ça en France et puis mettons toutes les activités. Ce qui permet de centraliser une grande partie de la production en France. Voilà. Et puis, ça fait bénéficier et puis ça crée un momentum positif. Également, il faut se préparer. On a beaucoup entendu parler des fameuses soudures compliquées là sur le circuit secondaire principal de Flamanville. Et là, par exemple, Framatome a acheté la division nucléaire et défense d'Efinor, une entreprise française, avec 400 personnes, dont une grosse centaine de soudeurs, tuyauteurs. On va doubler cet effectif. Et notre objectif, c'est qu'ils soient prêts pour souder en 2028 ces soudures très compliquées. Alors, en attendant, ils soudent, hein. Ils soudent soit chez Naval Group, ils soudent sur les chantiers, mais c'est d'être prêt. Il faut être prêt. Ce sont des procédés compliqués où il faut connaître les matériaux, les produits d'apport, les procédés de soudage, les procédés de contrôle, former tout ce monde-là. Et il ne faut pas improviser. Donc, le tissu industriel, c'est une opportunité pour lui, mais en même temps, il a le devoir d'être prêt. Parce que ces grands programmes ne s'improvisent pas. En termes d'innovation, notamment, on reste toujours sur la question du tissu industriel, mais surtout sur les innovations que cela sous-entend, technologiques et économiques. Quels sont aujourd'hui pour vous les nouveaux défis à relever en termes pour l'industrie nucléaire, mais surtout à l'horizon 2030? Et à quel développement industriel nous allons assister? Oui. Alors, on parle souvent de compétitivité, hein. Mais pour moi, bien sûr, il faut intégrer la compétitivité sur le plan économique, mais c'est une séquence. D'abord la qualité, ensuite les délais, et ensuite la compétitivité. Il faut pas le faire dans un sens différent, hein. Et c'est d'avoir ces approches-là. Nous avons donc des programmes d'excellence opérationnelle, des innovations, des nouvelles technologies. Je parlais par exemple de la robotisation, de l'automatisation de soudage, etc. Donc, ce sont des technologies qui arrivent, hein. Ensuite, la taxonomie, j'espère, va nous amener des sources de financement. Et puis, parler d'innovation, on voit apparaître des startups. Et ça c'est quand même nouveau, hein. Alors, on le voyait beaucoup aux États-Unis, mais on le voit apparaître en France. Alors, ça, c'est bien parce que ça stimule l'innovation. C'est un facteur d'attractivité aussi pour les jeunes, de rétention. Et puis, il faudra les accompagner, s'assurer parce que certaines d'entre elles devront délivrer, hein. Donc, ensuite, sur l'innovation, il y a de la recherche, hein, nous faisons de la recherche. Alors, la recherche participe de la compétence parce que ça monte en compétence nos experts. Et puis, il y a de la recherche de sûreté, de sécurité classique. La recherche aussi, la connaissance des matériaux, la simulation, la digitalisation, le développement de nouvelles générations de combustibles. Donc, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Et tout ça participe d'un renforcement et d'une attractivité de la filière. J'aurais peut-être dû évoquer la digitalisation aussi, qui est un sujet, hein. Moi, j'allais vous faire rebondir énormément sur les startups, justement, où justement, vous parliez d'accompagner les startups. Est-ce que Framatome, aujourd'hui, par son action souveraine, vient justement sécuriser certaines entreprises? Alors, dans France 2030, vous avez un volet, hein, de 500 millions qui est dédié aux startups. Et alors, nous intervenons auprès des startups sous forme de briques technologiques en disant sur tel sujet précis, on peut vous aider. On l'a proposé aussi, comme nous sommes installés à Lyon, si vous souhaitez, on a un hub, peuvent venir. Et puis nous en avons fait une avec le CEVA. Donc là, il y a quand même un sujet intéressant à voir. Nous avons lancé. Donc, en plus d'associer la recherche. Et voilà, et qui permet et c'est vraiment là que les choses se passent, hein. Et puis j'évoquais également donc la digitalisation. On observe, hein, en particulier aux États-Unis, le poids de plus en plus important de la cybersécurité. Et nous avons racheté en 2018 le numéro 1 de la cybersécurité sur le nucléaire américain, qui a une bonne idée. Juste après que nous l'ayons acheté, ils ont pris les contrats de Boeing. Donc ça, c'est mieux quand je après l'avoir acheté qu'avant, hein. Nous avons développé une solution souveraine en France, racheté Cyberwatch, une entreprise française, une start-up également. Donc là, beaucoup de choses se passent, hein.
Un peu plus sur la cybersécurité, justement. Oui. Quels sont justement les besoins de demain même du nucléaire à l'horizon 2030 en termes de cybersécurité? Bien, typiquement, je peux vous donner un exemple. Ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est que les autorités ont demandé un mapping, un état des lieux complet des forces et faiblesses en matière de cybersécurité. Et puis, une fois que ça a été fait, demander aux entreprises d'avoir des programmes de renforcement. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est la connaissance du réacteur, des points qui vont être plus sensibles et la connaissance du système que vous avez dessus. Et ensuite, bien, on peut pas tout changer, mettre 10 milliards d'un seul coup sur un malheureux réacteur, mais avec des patchs ou des approches de hardware et des solutions de cette nature, nous renforçons. Et ça, c'est en train de se développer. Alors, nous avons proposé une offre en Europe et ça marche bien. Ça commence d'ailleurs par des clients comme Bayer, hein, le chimiste allemand, qui ressent aussi ce type de besoin. Et c'est une activité qui est en croissance à plus de 15% par an chez nous actuellement. Toujours sur 2030 et l'horizon, qui est la prochaine décennie, et surtout des besoins du marché de demain. Quelle va être la gamme de réacteurs dont il faudra disposer pour demain? Bien, déjà, pour demain, il nous faut déjà étendre la durée de vie des réacteurs actuels. Hein, on en a besoin. Et ça, c'est un gros sujet. Donc, il y a différents types de technologies. Et nous intervenons sur des extensions de durée de vie. Hein. L'année dernière, nous avons intervenu sur Flamanville 1, mais aussi dans l'Ontario, sur le réacteur 6 de Bruce Power, aux États-Unis, Watts-Par. Là, en ce moment, nous sommes en Afrique du Sud sur une extension de vie du réacteur de Koeberg. Et donc, ces extensions de durée de vie, c'est déjà ça, hein, parce que la réponse la plus immédiate, c'est lorsque c'est possible de faire ces extensions de durée de vie. Ensuite, bien sûr, il y a notre EPR, hein, dont nous sommes très fiers. Le marché demande aussi ce qu'on appelle les moyennes puissances, plutôt des 1000 mégawatts, 1200 mégawatts. Et puis, il y a pour des besoins plus locaux, cette approche par les small modular réacteurs, les SMR ou les réacteurs avancés, où certains acteurs voient le fait, vous prenez une centrale à charbon, elle a son infrastructure, vous pouvez l'utiliser avec un petit réacteur. Donc, il y a des initiatives dans le monde entier. En France, ça s'appelle UART. Hein, c'est une initiative initialement portée par Technicatom, le CAEDF. Nous avons été incorporés. Et puis, il y a entre ces réacteurs avancés et ces SMR réacteurs avancés, il y a à peu près 80 projets dans le monde en ce moment. Et nous intervenons sur une dizaine de projets avec les technologies. Donc voilà, il y a un petit peu la palette. Après, j'allais vous demander sur combien de pays l'ensemble de ces projets globalement? Il y en a beaucoup aux États-Unis. Hein, ils ont des financements très importants là-dessus. Rolls-Royce en développe un. Et puis, les Chinois ont développé également, les Russes également. Mais au départ, le moteur est venu des États-Unis. Plus généralement, au-delà de l'importance du nucléaire en France, quelles sont les ambitions de Framatome à l'international et notamment en Europe et en Grande-Bretagne? Je pense notamment aux facteurs de succès que vous pouvez identifier pour partir à la conquête de nouveaux marchés. Oui. Alors, évidemment, la France est une grande priorité pour nous. Hein. L'extension de vie du parc et puis l'entretien du parc et Flamanville 1 et puis bien maintenant les EPR2. Mais c'est vrai que nous sommes présents à l'international. Nous faisons d'ailleurs 2/3 de notre chiffre d'affaires. Alors, nos bases industrielles sont essentiellement en France, mais nous sommes présents à l'étranger. En Grande-Bretagne, effectivement, pour soutenir, il y a un réacteur PWR Sizewell B, il y a le projet Hinkley Point. Alors, pour l'instant, nous travaillons surtout depuis nos usines françaises. Nos équipes vont s'installer sur place bientôt. Il y aura Sizewell C, espérons-nous, avec une Government Investment Decision qui a été prise fin de l'an dernier. Mais il reste à maintenant avoir les décisions finales d'investissement. Donc, il se passe donc on a parlé de la Grande-Bretagne. Vous m'avez interrogé sur notre produit, je crois. Sur notamment, je pourrais également venir sur le chantier de Baraka aux Émirats. Voilà. Et alors, ceci dit, nous intervenons également en Chine, nous intervenons au Brésil, où il y a un réacteur qui se construit par petits bouts, hein, au fur et à mesure des financements, et ça se passe plutôt bien.
Et donc, oui, et c'est important pour nous, cette présence à l'international, parce que par les acomptes qu'on peut avoir, on fait rentrer du cash, en fait, en France. On frotte nos équipes à des expériences, à des cultures, à des Ça technologies, permet de favoriser et on apprend. l'innovation et la recherche pour demain, justement. Et on apprend. Et c'est par exemple aux États-Unis qu'on a mis au point en premier des technologies de combustible encore plus sûres. Nous avons bénéficié d'une aide de 150 millions de dollars du DOE. Puis les Suédois en testent. Donc, ça nous permet d'avoir des retours d'expérience. Je me demandais de définir le DOE. Le département de l'énergie américain. Parfait, merci. Et ça nous permet d'avoir des retours d'expérience dont la France peut bénéficier effectivement. Alors Baraka, bon, c'est un endroit où ce sont des réacteurs coréens c'est aux Émirats Arabes Unis, les réacteurs coréens. Bon, ils ont fait un bon travail. Il y en a trois qui tournent actuellement. Mais il n'empêche que Baraka souhaite aussi s'ouvrir et donc nous sommes présents pour la cybersécurité, pour les aider dans leurs arrêts et puis également pour leur permettre de diversifier leurs approvisionnements en combustible nucléaire. Ça pose la question sous-jacente des grands chantiers de demain justement pour Framatome. Et quels sont-ils? Déjà la France. Déjà le premier, parce que mais à l'international. On dit 6 plus 8, c'est déjà un gros sujet. La Grande-Bretagne, très clairement. Ensuite, EDF, chef de file, est présent. Donc, il y a des sujets en Europe centrale. Les Tchèques investissent, les Bulgares veulent investir, par exemple. La Roumanie se modernise. Le Japon redémarre ses réacteurs. Nous sommes présents au Japon. Bon, bien sûr, servir d'abord les entreprises japonaises, mais il y a des choses à faire. La Chine investit énormément, essaye de faire elle-même, mais quand même, il y a une expertise que nous pouvons apporter. Et puis, il y a un sujet, l'Inde, qui étudie depuis plusieurs années, mais ces choses peuvent se développer, de se doter de 6 réacteurs français à Jaitapur. C'est une éventualité ou c'est confirmé? Ça fait de nombreuses années que ça a été dit, mais on sent qu'il y a un vent favorable dans cette direction. Également, l'Arabie Saoudite souhaite s'équiper. L'Argentine souhaite moderniser. Là, c'est plutôt un réacteur chinois. On interviendrait avec des briques technologiques françaises. Le Brésil, que je citais, souhaite également se renforcer dans le nucléaire. Donc vraiment, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le monde entier. Que des bonnes nouvelles pour le nucléaire en sorte. Donc, on a besoin de cerveaux, de bras, et nous recrutons beaucoup. Et quand un réacteur se construit, après, il est exploité pendant 50 ans, 60 ans, aux États-Unis maintenant 80 ans. Et donc, ça donne des perspectives très claires. Il faudra ensuite faire l'entretien, les fournir en combustible nucléaire. Et donc, je dis souvent à nos jeunes collègues qui viennent, non seulement vous, mais préparez vos enfants et vos petits-enfants, parce qu'on va avoir besoin de plusieurs générations pour accompagner nos réacteurs. Bien, merci beaucoup, Bernard Fontana. Donc maintenant, il est temps de passer aux questions de la boîte à questions que vous nous avez posées. Avec la première question, je sais que vous y avez déjà partiellement répondu, mais il faut y revenir parce que c'est un sujet, on entend beaucoup de choses qui disent, notamment dans les médias, sur la perte de compétences. On nous a posé la question suivante. Perte de compétences, turnover important de sous-traitants, manque d'intérêt d'une partie de la nouvelle génération pour cette filière. Comment réorganiser cette filière pour recréer et garder nos compétences dans le temps, aussi bien dans les structures historiques du nucléaire français que chez les sous-traitants? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand la France arrête ses programmes nucléaires, on recrute plus. Donc, vous avez des pyramides d'âge qui se sont déplacées. Donc, d'un seul coup, vous avez une grosse partie de vos effectifs qui partent à la retraite. Nous avons une filiale à Intercontrôle. Ils perdaient 30% de leurs effectifs toujours le creux de la vague, on y revient. En quelques années, parce que c'est l'âge de la retraite. Ils arrivent tous. Donc, pour moi, une des clés, je parle de compétences, mais je dis que pour moi, une grande priorité, c'est la reconstitution des pyramides d'âge. En faisant ça, vous donnez les conditions d'une stabilité dans le temps. Parce que les effets falaises, donc nous, il faut pas alors, on recrute, Framatome, on recrute 25% de jeunes, 55% de gens d'autres filières industrielles, puis 20% dans la filière. On s'impose de pas trop recruter dans la filière pour pas la sécher, parce qu'elle a besoin elle-même de se renforcer. Donc, il y a une petite porosité. Et encore une fois, donc ça. Ensuite, évidemment,
nous avons la chance d'avoir eu des politiques de diversité, d'avoir des femmes qui aiment travailler dans le nucléaire. Ça, c'est un atout. Il faut continuer à renforcer. Et ensuite, eh bien, nous, on aime le nucléaire. Alors, des sous-traitants qui avaient le choix de faire autre chose, ben, certains sont passés à autre chose. Et donc, il faut les accompagner, les engager et leur donner aussi une visibilité dans la durée pour qu'ils puissent faire cet effort et qu'ils osent anticiper, ne pas attendre d'être au pied du mur en disant « Oh, là, il faut que je recrute, que je fasse quelque chose ». Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Le GIFEN a été créé pour, ça aide beaucoup. Après, on dit, est-ce qu'il y a des organisations, etc. Moi, je pense que il y a des organisations qui facilitent plus ou moins les choses, mais on peut toujours les faire marcher. Ce qu'il faut, c'est avoir un cap et vraiment s'y tenir, le suivre, et les salariés le sentent. Alors, en ce moment, le nucléaire est beaucoup plus attractif. Hein. On reçoit beaucoup de CV, hein, nous recrutons, c'est bien. Et je pense que les jeunes qui choisissent d'aller dans le nucléaire, ils font bien parce que il y a énormément de technologies et énormément d'opportunités en France, à l'international, et pour longtemps. Bien, autre question de la boîte à questions, sur les perspectives, sur les solutions nucléaires non électrogènes. En particulier, quels enjeux dans le développement d'un nucléaire calorigène pour les industriels? Oui, on a conçu les réacteurs pour faire de l'électricité, mais vous avez effectivement des sources d'énergie. Je me rappelle avoir échangé avec le chairman de la société nucléaire chinoise qui me disait que pour lui, les petits réacteurs étaient optimum lorsqu'ils étaient en source de chaleur. Alors, ça peut être de chauffage urbain pour certaines industries qui consomment de la chaleur. Moi-même, j'étais dans d'autres industries avant et mes équipes regardaient les petits réacteurs en disant, parce que quand vous êtes dans une île, par exemple en Indonésie, par exemple, là, si vous n'avez pas d'électricité, pas de source de chaleur, vous êtes bien embêté si vous avez mis quelques milliards dans votre usine. Et donc, vous êtes bien content d'avoir des petits réacteurs. Vous avez des grosses plateformes industrielles. Allez dans l'Europe du Nord, où vous avez besoin d'énergie pour faire des différentes réactions chimiques, etc., ou même de la métallurgie. Donc là aussi, il y a des opportunités de cette nature-là. Bien, merci Bernard Fontana. On va conclure avec les questions du chat. Maintenant, c'est vous qui allez interagir avec nous en posant vos questions en direct à Bernard Fontana. Donc, nous attendons vos questions. Nous avons beaucoup de questions. Donc, question 1. Projetons-nous en 2040-2045. Quelle ambition de nombre d'îlots nucléaires par an pour exister au niveau international comme français? Bien, nous, pour l'instant, nous dimensionnons Framatome pour faire 2,5 en EPR par an, d'avoir une capacité de production de 2,5. Et organisons les flux pour ça. En disant là, quand même, ça va faire. Mais avec ça, on ne peut pas répondre à tous les scénarios d'export. Hein. Donc, il peut y avoir des alliances aussi. Mais c'est en gros le schéma sur lequel nous travaillons actuellement, en disant être capable de faire ça. Alors, ça paraît beaucoup vu de maintenant, surtout quand on produisait pas. Mais nos anciens, dans nos installations, ils en faisaient 6 par an. Hein. Donc, je rappelle ça à mes collègues. Depuis le plan Messmer, si alors, je ne me trompe pas. oui, voilà. Alors, ils en faisaient 6. Comment faisait-il? Sommes-nous 6 fois plus engourdis que nos anciens? Alors, certes, il y a des choses plus compliquées, mais il y a aussi, je vous parler de la surveillance, comment optimiser tout ça. Et donc, c'est assez enthousiasmant de se dire, bon, il faut regagner cette approche industrielle. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Une question plus technique sur l'EPR. On nous demande quelles sont les grandes différences entre EPR et EPR2. Ben, EPR2 a tiré un certain nombre de leçons de l'EPR en essayant de simplifier ce qui pouvait l'être, hein, puisque c'est en gros ça, c'est l'EPR 1, je les appelle comme ça, avec le retour d'expérience. Hein. Par exemple, faisons des traitements thermiques très compliqués parce qu'il y a des vannes tout près de machin. Donc, on s'est dit, on mettre un peu plus de place. Donc, c'est de se dire, il va être construit, il n'est pas pensé que pour répondre hein, à un certain nombre de préoccupations d'ingénierie. Il est pensé aussi pour être construit, pour être exploité. Donc voilà, c'est le retour d'expérience de PR1. Voilà. Et une autre question sur la souveraineté.
Comment s'organisent les parties de Framatome localisées sur le sol français et le reste? La souveraineté signifie-t-elle de savoir tout faire au sein de l'Hexagone? Bien, si je prends un exemple, vous avez l'EPR est au départ une coopération franco-allemande. Donc, il y a des technologies d'EPR, des savoir-faire qui sont strictement allemands. Le gouvernement allemand peut, j'ai le cas à l'esprit d'un contrôle commande où s'il est produit en Allemagne, il faut une autorisation d'exportation qui n'est pas donnée. Donc, pour moi, nous avons des collègues allemands, ils sont 2500, ils sont compétents, on compte sur eux. Mais par contre, il ne faut pas qu'un jour on soit prisonnier de restrictions que le gouvernement allemand pourrait nous donner. Et donc, on veut avoir la capacité à faire en France si c'est nécessaire. Donc, certaines technologies, on dit celle-là, on la met en France, d'autres, vous la faites, mais on souhaite avoir un backup. Et on dit à nos collègues allemands, on compte sur vous, on vous donne du travail, mais pour assurer tout notre environnement, il faut qu'il y ait aussi cette capacité de backup. Donc, on compte sur vous pour nous aider à donner ce backup. Alors, on n'est pas encore dans le nucléaire, comme dans la défense, avec ce qu'on appelle ITAR free, là, où vous avez un composant qui va vous bloquer une bande de missiles en Égypte, par exemple. Mais nous sommes quand même attentifs à ces dépendances. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous screenons nos supply chains en disant là, quand même, il y a un point. Et alors, l'Europe est un champ d'expérience où c'est quand même beaucoup plus facile quand il s'agit de la France. Et lorsqu'il y a des points particuliers, nous savons qu'il peut y avoir une difficulté et nous préparons des backups. Donc, ça n'empêche pas de travailler au niveau mondial, mais il y a des précautions qui sont prises. Eh bien, autre question. Nous avons fait le parc en 20-30 ans. Est-il possible de refaire un programme dans les mêmes délais ou bien les contraintes ont-elles changé? Bien, pour vous donner un peu je vous disais 6 par an. Là, on va être capable d'en faire 2,5 par an. D'accord. Voilà. Ça vous donne. Mais je me dis qu'une fois qu'on y sera, après, il sera possible d'accélérer. Une des clés, c'est la standardisation, parce Justement, que en standardisant et en répétant, vous augmentez votre efficacité. Voilà. Au maximum, combien pensez-vous possible de fabriquer d'EPR2 d'ici 2050, voire même 2060? Et après, on peut toujours en rajouter. C'est une question à la fin. C'est une question c'est une question d'investissement aussi, de partenariat, parce que on travaille pas tout seul. Moi-même, j'ai un actionnaire, Mitsubishi Industry, qui fait aussi des équipements. Ils sont faits en Espagne. Donc, on peut aussi, là, je disais, notre capacité dans nos usines françaises. Après, on pourra encore les étendre un peu, mais ça vous donne un peu l'idée évidemment, si on doit faire plus, on peut trouver. Après, il faudra qu'on s'assure quand même, parce que si effectivement il y a un renouveau du nucléaire dans le monde, comme on pense et on le souhaite, eh bien, d'autres constructeurs vont aussi solliciter le supply chain. Donc, il faut s'assurer qu'effectivement tout ça reste cohérent. Et reste souverain, justement, sécurisant énormément de compétences. Voilà, donc moi, par exemple, à Ugine, nous faisons de la métallurgie du zirconium, des fonderies, nous faisons même du titane, puisque c'est le cousin du zirconium, ce qui est bien utile, d'ailleurs en ce moment pour d'autres applications. Et je me demandais qu'on fasse une activité, ce que j'appelle le troisième pied souverain. C'est que de temps en temps, vous avez un alliage un peu particulier, il y en a pas beaucoup, mais celui-là, si vous l'avez pas, vous êtes très embêté. Alors, ce qui fait on se donne une capacité de faire des matériaux particuliers. Que reste-t-il pour vous de la collaboration franco-allemande que nous avons connue sur les premiers EPR? Bien, nos collègues allemands, qui sont bons, qui sont compétents, c'est exactement ce que je vous disais. Après, une des questions qu'on peut se poser, c'est dans une Allemagne qui ferme la porte au nucléaire, est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, les jeunes Allemands vont aimer aller dans le nucléaire? Alors, dans la période intermédiaire, dans leur cadre, dans leurs compétences, on leur a permis de faire des activités différentes. Par exemple, ils font des stations à hydrogène parce qu'il faut connaître les matériaux, connaître la sécurité, la sûreté, etc. Mais là, ils sont enthousiastes. Le taux de démission en Allemagne est inférieur à 1%. C'est quand même pas mal. Donc, voilà, il reste cet esprit de coopération qu'on fait marcher en faisant en sorte qu'un jour, on ne soit pas prisonnier de décisions qui nous gêneraient.
Également, je fais le lien avec la question suivante pour faire le lien également avec ce que vous avez évoqué sur votre activité sur le sol américain. Dans quelle mesure l'extraterritorialité du droit américain et les nouvelles réglementations protectionnistes, avec notamment l'IRA, pourraient remettre en question la coopération entre Framatome, France et je dirais même et les acteurs américains? Ben, les Américains ont des listes noires, enfin, donc non, il faut respecter. Ce qui est toujours un petit peu inquiétant, c'est que les programmes nucléaires, c'est sur la durée. Et si la liste change pendant votre programme, là, vous êtes un petit peu embêté. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce screening et cette conscience. Ça n'empêche pas de travailler avec eux, mais il faut avoir un backup si jamais, si jamais c'est nécessaire. Quant à l'Inflation Reduction Act, hein, bon, j'ai essayé de le lire, on parle de plein de choses sauf de l'inflation, hein, mais notamment d'injecter 170 milliards dans le nucléaire. Moi, j'y vois plutôt une opportunité pour renforcer nos activités dans le nucléaire aux États-Unis. Donc, proposer à mes collègues de recruter 400 personnes de plus pour être en mesure de répondre aux besoins de l'Inflation Reduction Act. Donc, oui, ils sont aidés, hein, oui, ils sont aidés, mais bon, charge à nous aussi de tirer parti de ce qui peut se faire là-bas. Une question cette fois-ci sur le risque des règles de sécurité. Quel est le risque pour vous des règles de sécurité et qu'est-ce que cela change en cours de construction des EPR2? Est-ce que cela obligerait, selon vous, à revoir certains composants en cours de route et invaliderait la standardisation? Ben, c'est-à-dire que si effectivement la règle change, c'est embêtant. Hein. C'est ce qui s'est passé par exemple sur Flamanville. La cuve a été faite sur une règle qui existait lorsqu'elle a été faite. Et puis on s'est dit, ben, comment ça se fait qu'elle ne respecte pas la nouvelle règle? La pauvre cuve, elle a été faite conformément à la règle ancienne. Et bon, donc la stabilité des règles est importante. Maintenant, on comprend aussi que s'il y a quelque chose de très important, il faille quand même en tenir compte. Donc oui, on est favorable à la stabilité des règles, à la standardisation. Moi, je pense que la standardisation participe de la sécurité parce que lorsque un opérateur fait un first of the kind à chaque fois, c'est un prototype, bon, c'est pas toujours au point. Quand vous faites quelque chose de sûr, de répété, vous contribuez à la sûreté. Donc il reste toujours un peu ce risque réglementaire, mais je pense que bon, c'est un risque identifié. Et après, est-ce que la standardisation va ouvrir un risque supplémentaire, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui va pas, tous les réacteurs. Oui, Bon. processus. Après, c'est un dosage. À titre personnel, je pense vraiment qu'on gagne à la standardisation parce que faire un prototype extrêmement compliqué, à chaque fois, ça ne marche pas. Et puis, vous mettez 15 ans à le faire, et puis vous êtes lassé au bout, vous en faites un. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le bon dosage, avoir des règles simples, et une grande rigueur. Hein, Beaucoup de visibilité aussi. C'est ça le show. Et d'ailleurs, l'autorité de sûreté accepte. Nous faisons des combustibles nucléaires à Romans. On leur a dit voilà, les règles sont très compliquées. Je schématise. Si vous n'êtes pas bac plus 22, vous allez avoir du mal à déplacer un échantillon de cette table à la table à côté en respectant toutes les règles. On sent qu'il y a besoin de faire quelque chose de plus simple. Ils ont été d'accord parce que ça participe de la sûreté. Donc, on a pu simplifier nos réglementaires. Mais en même temps, on a augmenté notre niveau d'exigence en disant à nos collègues, chers collègues, on simplifie, mais attention, très, très grande rigueur. Donc voilà, c'est ça. Et à la fin, c'est une culture de sûreté. Et d'ailleurs, Framatome forme tous les salariés à la culture de sûreté, nucléaire. Une autre question sur l'actualité européenne, nous allons y revenir. Qu'attendez-vous et qu'espérez-vous de la nouvelle alliance nucléaire européenne avec comprenant 11 États membres? Ben c'est bien, ils défendent. Alors nous-mêmes, nous travaillons avec ces pays-là. Hein. Par exemple, en Europe centrale, il y avait des réacteurs russes pour l'essentiel, donc ils sont à la recherche de diversification. Hein. Et donc ils nous appuient dans cette diversification. L'Europe du Nord, très clairement. Même vous allez en Finlande. Dire quand même Olkiluoto, ça a pris du temps, etc. J'étais l'autre jour. Elle disait oui, ça a été très dur, mais on a pris la bonne décision. On a fait Olkiluoto. Vous imaginez, ils ont, je sais plus combien, près de 1500, 2000 kilomètres avec la Russie. Ils disent on veut rejoindre l'OTAN. La semaine d'après, la Russie coupe l'approvisionnement de 20% de leur électricité qui vient de la Russie. Ils ont un réacteur russe avec des combustibles qui viennent de la Russie. Donc,
d'avoir un réacteur comme ça qui arrive et qui est capable de faire 15 ou 20% de la production d'électricité du pays. Donc, ils sont contents. Donc, même les Suédois s'y sont mis. Donc, oui, ça crée un corps, parce qu'au départ, il y a peu de temps encore, c'était l'axe franco-britannique qui défendait le nucléaire. Les Britanniques, donc, font le Brexit, mais ils aiment quand même le nucléaire toujours. Donc ça, c'est bien. Mais il y a besoin d'avoir cet axe, et je trouve que c'est une belle opportunité. Une question, on revient toujours à ce demain. Comment appréhendez-vous demain la génération 4 et le potentiel français dans cette perspective? Oui, alors la France a travaillé, c'est les fameux rapides, etc., dont on entend régulièrement parler. Nous-mêmes, nous avons des équipes qui travaillent sur ces générations 4. Et lorsque, par exemple, le programme rapide a été suspendu, nous avons maintenu nos équipes. Nous avons créé une Advanced Reactor Unit. Elle est à Lyon, mais nous avons des collègues aussi en Allemagne qui travaillent dessus. Certains aux États-Unis en faisant attention de ne pas contaminer la propriété par les nationalités. Et nous avons créé aussi une école de design. Juste pour l'Advanced Reactor Unit, je vais vous demander juste d'expliquer un petit peu pour nos éditeurs. C'est de faire le design des réacteurs de nouvelle génération. Et l'élite de Framatome est formée au design de ces réacteurs en utilisant les expériences françaises, parce que beaucoup de choses ont été faites en France. Et ensuite, je leur ai dit, ben voilà, il y a des milliards qui tournent aux États-Unis, notamment dans des pays sur ces nouveaux réacteurs. Allez-y. Et c'est comme ça qu'est venue notre approche de briques technologiques. Nous avons identifié les technologies qui nous intéressent, où finalement on se fait payer pour ça rassure le client, ça l'aide, mais ça change pas le destin de son projet, mais ça l'aide dans la brique technologique. Nous améliorons. Et puis si ça marche, nous sommes là. Et donc, au départ, on s'est dit ça va nous aider à tenir notre budget, mais en fait, c'est un business en soi qui permet d'être bien au courant de ce qui se passe dans le monde et d'avoir des relations assez élargies. Bon, vous savez, Bill Gates, il fait son réacteur, ben on fait un petit bout, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a des projets comme ça, nous avons des Framatome qui interviennent. On reste toujours sur cette question de demain. Vous avez compris, vraiment la perspective de cette nouvelle vague qui va arriver dans les prochaines décennies sur le nucléaire intéresse beaucoup nos auditeurs. On vous interroge sur le développement mondial à l'horizon 2040. Ne faudrait-il pas avoir des surgénérateurs? Et la question suivante étant, Framatome s'y prépare-t-elle? C'est la question des rapides pour valoriser les déchets. Nous avons une compétence, et cette compétence, nous l'avons gardée, parce qu'il nous a semblé que ça valait. Enfin, moi, vous avez remarqué que j'ai une obsession de la compétence. Bon, ça tombe bien. Donc, nous les avons gardés et nous les avons travaillés sur ces cas-là. Et lorsque nous faisons des promotions de notre école de design, nous faisons cet enseignement, ce développement sur ces cas, sur ces technologies, en disant ça pourra servir un jour, et donc ça mérite, vu l'effort qui a été fait en France, que nous entretenions ces technologies. Donc oui, nous faisons l'effort. Au départ, nous avons subventionné. Maintenant, même en faisant travailler ces équipes sur ces projets de réacteurs avancés, nous arrivons à financer ces efforts-là. Une question sur le coût justement de ces innovations de demain qui vont entraîner justement cette relance du nucléaire. On parle de 60 milliards d'investissements hors financement. La personne qui nous interroge demande qui va payer, les contribuables, les épargnants, les consommateurs, et comment donner, on y revient toujours, des signaux pour le long terme sur notre marché pour attirer les investisseurs. Oui. Alors je vais vous donner une analogie qui est complètement hors sujet, mais que j'ai expérimenté. Donc à un moment, j'étais cimentier. Et j'avais des filiales de construction au Canada notamment. Et quand il fallait faire une route, un tunnel, un pont, nous construisions. Le risque technique était pris par nous. Le risque du prix était pris par la province de l'Ontario. Et ensuite, le risque de la propriété ultime aussi. Et avec 15 millions, j'arrivais à élever 1 milliard. Et ensuite, le business model permettait avec l'entretien de financer. Donc, il y a plusieurs sujets. C'est où est le positionnement optimal du risque? Parce que ce sont des financements très importants et en fonction du risque, les taux vont des modèles où la moitié du coût, ce sont des frais financiers. Oui, et leur répartition justement. Et voilà. Et donc, c'est pour moi la bonne allocation du risque. Et vous avez différents modèles, mais quelque part, en disant si le risque peut être pris en partie par le consommateur qui va bénéficier de ça, ça vous permet d'attirer dans des conditions optimales des investissements.
Alors, je suis peut-être un peu biaisé dans mon approche, mais je pense qu'un des éléments clés, c'est l'optimisation de l'allocation du risque. Et en face de ça, les modèles qui vont être faits. Une question cette fois-ci sur la production d'hydrogène. Quelle utilisation des EPR pour la production d'hydrogène, en particulier la nuit quand la demande d'électricité est faible? Après, l'hydrogène, vous pouvez... j'étais fabricant d'hydrogène pendant 18 ans, hein, donc j'aime bien l'hydrogène. Après, si vous prenez de l'hydrogène pour ensuite le brûler, etc., c'est pas forcément optimal au sens de la thermodynamique. Hein. C'est une sorte de réservoir. Hein. Alors vous avez de l'hydrogène, des piles, mais dans certains cas, vous pouvez décarboner l'économie. Alors, je vais être très clairement en tête, parce que j'étais dans l'acier aussi avant. Bien, vous allez remplacer les coqueries, etc., par ce qu'on appelle les procédés DRI. Vous allez prendre vos produits miniers et les hydrogéner. Et donc là, c'est un progrès considérable. Donc, beaucoup de sidérurgistes travaillent sur ce qu'ils appellent fossil free steel. Donc, il y a ça. Après, il vous faut une source d'énergie pour préparer votre hydrogène, etc. Et donc, ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être autre chose. La centrale nucléaire, ça rassure parce que c'est disponible. Hein. Et c'est pilotable. C'est pilotable, donc vous êtes à peu près sûr de ça. Donc, à titre personnel, je pense pas que l'hydrogène va tout résoudre, hein, parce que c'est pas toujours optimal. Mais il y a des cas de décarbonation de l'économie qui sont très bons, et il y a besoin. J'ai en tête, par exemple, des pays d'Europe du Nord. Vous avez des grands centres industriels qui sont un peu isolés. C'est pas si facile que ça de tirer des lignes, hein, parce que vous avez des résistances. Vous êtes capable d'avoir une petite unité, capable de sécuriser l'électricité, la proie d'hydrogène. À ce moment-là, vous pouvez avoir des complexes très importants qui se mettent en place. On approche de la fin de notre webinaire. On va encore prendre quelques questions, avec une question concernant notre place sur les productions de réacteurs en Chine. Avons-nous encore une place en tant que constructeur de centrales en Chine pour les futurs réacteurs? Bon, il y a toute une histoire. Hein. Framatome, ça a commencé à Daya Bay, hein. Il y a Lingao, etc. Donc, nos interlocuteurs en Chine parfois parlent français, parce qu'ils ont appris à parler français dans les réacteurs français. Donc, il y a un lien qui existe. Par contre, ils ont, dans leur loi, décidé que 95% d'un réacteur serait fait en Chine. Donc, ils souhaitent le faire. Malgré tout, par exemple, dans les composants des combustibles, il y en a quand même pas mal qui viennent de France encore. Hein. Donc, c'est aussi une vitesse. Hein. Il y a des technologies de pompe, vous parlez de refroidissement. Donc, il existe encore des niches. Dans lesquelles nous pouvons intervenir. Après, dans les nouveaux réacteurs qu'ils annoncent, ils veulent faire des Hualong, des réacteurs chinois. 2, il y a une copie du réacteur américain. Donc, c'est plutôt ceux-là qui mettent en avance. Mais non, charge à nous. Par exemple, à Taishan, il y a 2 réacteurs. Il y aura besoin de plus de réacteurs. Les jours, ils se poseront la question duquel on met. Est-ce qu'on met la même technologie? Est-ce qu'on multiplie les technologies sur une plateforme? Et ça, c'est à nous de faire nos preuves et de montrer notre efficacité. Avant de conclure, on va terminer avec 2 questions qui se recentrent sur la France. A-t-on la capacité de faire une cuve complète EPR en France aujourd'hui? Oui. Et on l'a fait au Creusot et à Saint-Marcel. Et la dernière, avez-vous un avis, Monsieur Fontana, sur le niveau de production électrique en France à l'horizon 2050? Bon, j'ai pas en tête les chiffres, mais clairement, si vous décarbonez, le transport devient davantage électrique. Bien, forcément, il va y avoir une consommation. J'ai pas le chiffre en tête, mais j'ai en tête ma capacité à vous aider en fournissant l'équivalent de 2,5. Le but, c'est de visualiser. C'est pour ça que des concepts comme la décarbonation de notre industrie, et notamment de certains secteurs et des pans entiers comme le transport, doivent être évoqués. Oui. Et donc ça vient sur ces sujets-là. Et j'ai pas en tête le chiffre pour 2050, mais dans mon esprit, ça va pas baisser. Eh bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés ce soir, Bernard Fontana. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Puis je vous dis à très bientôt pour notre prochain webinaire. Bonne soirée. Merci.